Messieurs, vous savez maintenant qui je suis, un révolté vivant du produit des cambriolages. De plus, j'ai incendié plusieurs hôtels et défendu ma liberté contre l'agression d'agents du pouvoir. J'ai mis à nu toute mon existence de lutte. Je la soumets comme un problème à vos intelligences, ne reconnaissant à personne le droit de me juger. Je n'implore ni pardon, ni indulgence. Je ne sollicite pas ceux que je hais et méprise. Vous êtes les plus forts. Disposez de moi, comme vous l'entendrez. Envoyez-moi au bagne ou à l'échafaud, peu m'importe. Mais avant de nous séparer, laissez-moi vous dire un dernier mot. Puisque vous me reprochez surtout d'être un voleur, il est utile de définir ce qu'est le vol. À mon avis, le vol est un besoin de prendre que ressent tout homme pour satisfaire ses appétits. Or, ce besoin se manifeste en toute chose. Depuis les astres qui naissent et meurent pareils à des êtres, jusqu'à l'insecte qui évolue dans l'espace, si petit, si infime, que nos yeux ont de la peine à le distinguer. La vie n'est que vol et massacre. Les plantes, les bêtes s'entre-dévorent pour subsister. L'un ne naît que pour servir de pâture à l'autre. Malgré le degré de civilisation, de perfectibilité pour mieux dire, où il est arrivé, l'homme ne faillit pas à cette loi. Il ne peut s'y soustraire sous peine de mort. Il tue, et les plantes, et les bêtes, pour s'en nourrir. Roi des animaux, il est insatiable. En outre, des objets alimentaires qui lui assurent la vie, l'homme se nourrit aussi d'air, d'eau et de lumière. Or, a-t-on jamais vu deux hommes se quereller, s'égorger pour le partage de ces aliments? Pas que je sache. Cependant, ce sont les plus précieux sans lesquels un homme ne peut vivre. On peut demeurer plusieurs jours sans absorber de substances pour lesquelles nous nous faisons esclaves. Peut-on en faire autant de l'air? Pas même un quart d'heure. L'eau compte pour 3/4 du poids de notre organisme et nous est indispensable pour entretenir l'élasticité de nos tissus. Sans la chaleur, sans le soleil, la vie serait tout à fait impossible. Or, tout homme prend, vole ses aliments. Lui en fait-on un crime, un délit? Non, certes. Pourquoi réserve-t-on le reste? Parce que ce reste exige une dépense d'effort, une somme de travail. Mais le travail est le propre d'une société, c'est-à-dire l'association de tous les individus pour conquérir, avec peu d'efforts, beaucoup de bien-être. Est-ce bien là l'image de ce qui existe? Vos institutions sont-elles basées sur un tel mode d'organisation? La vérité démontre le contraire. Plus un homme travaille, moins il gagne. Moins il produit, plus il bénéficie. Le mérite n'est donc pas considéré. Les audacieux seuls s'emparent du pouvoir et s'empressent de légaliser leur rapine. Du haut en bas de l'échelle sociale, tout n'est que friponnerie d'une part et idiotie de l'autre. Comment voulez-vous que, pénétré de ces vérités, j'ai respecté un tel état de choses? Un marchand d'alcool, un patron de bordel, s'enrichit, alors qu'un homme de génie va crever de misère sur un grabat d'hôpital. Le boulanger qui pétrit le pain en manque. Le cordonnier qui confectionne des milliers de chaussures montre ses orteils. Le tisserand qui fabrique des stocks de vêtements n'en a pas pour se couvrir. Le maçon qui construit des châteaux et des palais manque d'air dans un infect taudis. Ceux qui produisent tout n'ont rien.
et ceux qui ne produisent rien ont tout. Un tel état de choses ne peut que produire l'antagonisme entre les classes laborieuses et la classe possédante, c'est-à-dire fainéante. La lutte surgit et la haine porte ses coups. Vous appelez un homme voleur et bandit. Vous appliquez contre lui les rigueurs de la loi sans vous demander s'il pouvait être autre chose. A-t-on jamais vu un rentier se faire cambrioleur? J'avoue ne pas en connaître, mais moi qui ne suis ni rentier ni propriétaire, qui ne suis qu'un homme ne possédant que ses bras et son cerveau pour assurer sa conservation, il m'a fallu tenir une autre conduite. La société ne m'accordait que 3 moyens d'existence: le travail, la mendicité, le vol. Le travail, loin de me répugner, ne me plaît. L'homme ne peut même pas se passer de travailler. Ses muscles, son cerveau possèdent une somme d'énergie à dépenser. Ce qui m'a répugné, c'est de suer sang et eau pour l'aumône d'un salaire. C'est de créer des richesses dont j'aurais été frustré. En un mot, il m'a répugné de me livrer à la prostitution du travail. La mendicité, c'est l'avilissement, la négation de toute dignité. Tout homme a droit au banquet de la vie. Le droit de vivre ne se mendie pas, il se prend. Le vol, c'est la restitution, la reprise de possession. Plutôt que d'être cloîtré dans une usine, comme dans un bagne, plutôt que de mendier ce à quoi j'avais droit, j'ai préféré m'insurger et combattre pied à pied mes ennemis en faisant la guerre aux riches, en attaquant leurs biens. Certes, je conçois que vous auriez préféré que je me soumette à vos lois, qu'ouvriers dociles et abachis j'eusse créé des richesses en échange d'un salaire dérisoire. Et lorsque le corps usé et le cerveau abéti, je m'en fusse crevé au coin d'une rue, alors, vous ne m'appelleriez pas bandit cynique, mais honnête ouvrier. Usant de la flatterie, vous m'auriez même accordé la médaille du travail. Les prêtres promettent un paradis à leurs dupes. Vous êtes moins abstrait. Vous leur offrez un chiffon de papier. Je vous remercie beaucoup de tant de bonté, de tant de gratitude, messieurs. Je préfère être un cynique conscient de mes droits qu'un automate, qu'une cariatide. Dès que j'eus possession de ma conscience, je me livrai au vol sans aucun scrupule. Je ne coupe pas dans votre prétendue morale, qui prône le respect de la propriété, comme une vertu, alors qu'en réalité il n'y a de pires voleurs que les propriétaires. Estimez-vous heureux, messieurs, que ce préjugé ait pris racine dans le peuple, car c'est là votre meilleur gendarme, connaissant l'impuissance de la loi, de la force. Pour mieux dire, vous en avez fait le plus solide de vos protecteurs, mais prenez-y garde, tout n'a qu'un temps. Tout ce qui est construit, édifié par la ruse et la force peuvent le démolir. Le peuple évolue tous les jours. Voyez-vous qu'instruit de ces vérités, conscient de leurs droits, tous les meurt-de-faim, tous les gueux, en un mot, toutes vos victimes, s'armant d'une pince monseigneur, aillent livrer l'assaut à vos demeures pour reprendre leurs richesses qu'ils ont créées et que vous leur avez volées. Croyez-vous qu'ils en seraient plus malheureux? J'ai l'idée du contraire. S'ils y réfléchissent, ils préféreraient courir tous les risques plutôt que de vous engraisser en gémissant dans la misère. La prison, le bagne, l'échafaud, dira-t-on. Mais que sont ces perspectives en comparaison d'une vie d'abruti, faite de toutes les souffrances? Le mineur qui dispute son pain aux entrailles de la terre, ne voyant jamais luire le soleil, peut périr d'un instant à l'autre, victime d'une explosion de grisou.
Le couvreur qui pérégrine sur les toitures peut faire une chute et se réduire en miettes. Le marin connaît le jour de son départ, mais il ignore s'il reviendra au bon port. Bon nombre d'autres ouvriers contractent des maladies fatales dans l'exercice de leur métier, s'épuisent, s'empoisonnent, se tuent à créer pour vous. Il n'est pas jusqu'aux gendarmes, aux policiers, vos valets, qui pour un os que vous leur donnez à ronger, trouvent parfois la mort dans la lutte qu'ils entreprennent contre vos ennemis. Entêté dans votre égoïsme étroit, vous demeurez sceptique à l'égard de cette vision, n'est-ce pas? Le peuple a peur, semblez-vous dire. Nous le gouvernons par la crainte de la répression. S'il crie, nous le jetterons en prison. S'il bronche, nous le déporterons au bagne. S'il agit, nous le guillotinerons. Mauvais calcul, messieurs, croyez-moi. Les peines que vous infligerez ne seront pas un remède contre les actes de révolte. La répression, bien loin d'être un remède, voire un palliatif, n'est qu'une aggravation du mal. Les mesures correctives ne peuvent que semer la haine et la vengeance. C'est un cycle fatal. Du reste, depuis que vous tranchez des têtes, depuis que vous peuplez les prisons et les bagnes, avez-vous empêché la haine de se manifester? Dites, répondez. Les faits démontrent votre impuissance. Pour ma part, je savais pertinemment que ma conduite ne pouvait avoir pour moi d'autre issue que le bagne ou l'échafaud. Vous devez voir que ce n'est pas ce qui m'a empêché d'agir. Si je me suis livré au vol, ça n'a pas été une question de gain, de livres, mais une question de principe, de droit. J'ai préféré conserver ma liberté, mon indépendance, ma dignité d'homme, que me faire l'artisan de la fortune d'un maître. En termes plus crus, sans euphémisme, j'ai préféré être voleur que volé. Certes, moi, aussi, je réprouve le fait par lequel un homme s'empare violemment et avec ruse du fruit du labeur d'autrui. Mais c'est précisément pour cela que j'ai fait la guerre aux riches, voleur du bien des pauvres. Moi aussi, je voudrais vivre dans une société où le vol serait banni. Je n'approuve et n'ai usé du vol que comme moyen de révolte propre à combattre le plus inique de tous les vols, la propriété individuelle. Pour détruire un effet, il faut au préalable en détruire la cause. S'il y a vol, ce n'est que parce qu'il y a abondance d'une part et disette de l'autre, que parce que tout n'appartient qu'à quelques-uns, la lutte ne disparaîtra que lorsque les hommes mettront en commun leurs joies et leurs peines, leurs travaux et leurs richesses, que lorsque tout appartiendra à tous. Anarchiste révolutionnaire, j'ai fait ma révolution. Vienne l'anarchie. Alexandre Marius Jacob.